va chauffer. Nous étions en train d'évoquer la Guinée où l'opposition est vent debout contre des consultations sur la Constitution. Chris Sega, donc la question était de savoir pourquoi on a tendance à voir une sorte de retour sur ces principes qui, à un moment donné, étaient quand même considérés comme acquis. Absolument, et c'est une bonne question. Il faut en parler. Vous savez, la démocratie n'est jamais un acquis. Ce n'est pas parce que pendant 30 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans, ou bien pendant 30 ans, comme cela été observé, par exemple, au Bénin. Vous avez vu ce que c'est la démocratie, c'est un produit. Lorsque vous le mettez en pratique, vous le veillez. Ce n'est jamais un acquis. Ce n'est pas parce qu'on a fait une expérience de 30 ans de démocratie ou bien de 40, 50 ans, parce que vous savez, les susceptibilités parfois sont à fleur de peau. Il suffit seulement que quelqu'un vienne et puis mette en cause ces acquis-là et que tout chamboule. Vous savez, en Afrique, nous sommes de la culture, quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Et certains, quand il arrive, parfois, ce n'est pas forcément de leur volonté, mais c'est parfois aussi leur entourage. C'est leur entourage. Vous savez, nous sommes en Afrique dans des pays de clans. Dans des pays où l'individu appartient d'abord à une famille, appartient à un clan, appartient à tel endroit de tel pays, et souvent ceux qui veulent jouer cette tension-là pour s'infiltrer dans cette société-là, mettre les tissus, déchirer les tissus pour s'imposer. Je parle par exemple des EPL, des gens qui voudraient bien exploiter par exemple tel minerai, ou ici comme cela se passe par exemple en RDC, ce sont des gens qui réaniment ces antagonismes-là, ce qui fait que ce n'est pas parce que il y a eu pratique de 30 ans de démocratie qu'on peut se dire que même maintenant, on peut aller dormir sur ces lauriers et espérer que ça va se poursuivre. L'exemple est légion dans nos pays, un peu partout au Mali, au Niger, au Bénin, tout récemment, on a constaté en tout cas que un seul individu peut remettre en cause cet acquis-là. Et puis, il faut que l'histoire, il faut qu'on apprenne de l'histoire. Lorsque vous prenez même en 1989 en France, la prise de la Bastille, on n'a pas instauré la démocratie n'était pas arrivée, la monarchie s'est poursuivie encore pendant un temps, et je crois qu'aujourd'hui, si la démocratie se stabilise dans ces pays-là, c'est parce qu'ils ont au moins 3 siècles de démocratie, et pourtant, on était dans ces 3 siècles-là, mais vous avez observé par ce qui s'était passé en Allemagne. Il a fallu que Hitler arrive pour mettre en cause tout ce qui a été construit pendant des siècles. Donc, on doit le dire. Par exemple, dans le cas guinéen, il faut que ceux qui croient, par exemple le président qui pense qu'il peut faire un lit pour la démocratie, il peut faire ce lit-là, et comme ça, quand il se retire, on va se dire que voilà, celui-là a posé les bases de la démocratie, parce qu'il fait la jonction entre une certaine époque très agitée et une époque à venir. Donc cette transition-là, si il la joue bien, ça peut être rentabilisé par les générations à venir. Mais la démocratie, c'est douloureux. Ce n'est pas moins douloureux que la dictature. En tout cas, il faut qu'on se cherche les meilleures positions. En même temps, Zana, il y a aussi ceux qui résistent. On a vu au Niger, le président Mamadou Issoufou, il est resté ferme. Je finis mes 2 mandats et je dégaille. C'est l'expression qu'il aime utiliser. Au niveau du Burkina, ils ont trouvé également une formule. Ils disent en aucun cas nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutivement ou par intermittence. Au niveau du Mali également, il a promis qu'il ne toucherait pas la Constitution. Il y a de bons élèves en la matière. Oui, il y a de bonnes références. Il y a de très bonnes références. Surtout que lorsque vous prenez ces pays dans lesquels c'est clairement défini, vous verrez qu'ils ont eu un passé assez douloureux sur la question. Mais je crois que sur le principe, il va falloir forcément que les instances régionales comme la CEDEAO, comme ils l'avaient institué par le passé, la limitation des mandats présidentiels, mais ça existe quand même. même. Oui, ça existe, mais lorsque ce n'est pas clairement mentionné, que même s'il y a introduction ou bien une nouvelle constitution, cela ne va pas remettre en cause, la durée le nombre de mandats antérieurs. Donc, il faut que cela soit vraiment précisé au sein de la Constitution, parce que cet éternel débat entre les constitutionnalistes qui
cela crée une faille, en fait, que les mauvaises intentions tentent d'exploiter ou bien exploitent d'ailleurs. Donc, moi, je pense qu'il faut une réponse juridique et renforcer cela par des principes, par peut-être une charte de la CEDEAO qui puisse préciser vraiment les choses. Parce que la démocratie est en douleur en Afrique. La démocratie, l'éternel débat sur la démocratie, et cela a créé beaucoup de tensions, cela crée beaucoup de crises, cela crée beaucoup de morts d'hommes. Et il faut que nos instances sous-régionales puissent vraiment se pencher sur la question. Il est vrai que les peuples ont la liberté de décider du régime qui leur convient. Ils sont souverains quand il s'agit d'aller au référendum pour adopter ou non des textes fondamentaux, mais aussi il faut qu'on prenne en compte les dégâts humains que ça cause, les dégâts économiques, avec parfois des répercussions. Vous savez que c'est la fragilité du Mali durant une période qui a favorisé l'expansion du terrorisme dans le pays. Donc aujourd'hui, c'est presque tous les pays qui sont touchés. Et si on part de là, un pays en crise, on ne sait pas les répercussions que cela peut produire dans la sous-région. Est-ce que c'est parce que les pays francophones, eux, n'arrivent pas à trouver la bonne formule? Parce que moi, je me rappelle, c'est l'ancien président ghanéen qui l'a dit, que nous devons mettre en place des institutions tellement fortes que même si le diable venait à devenir président, il ne puisse pas les toucher. Et depuis, ça marche. Vous avez un John Jerry Rawlings, vous avez un John Kufuor, vous avez un John Atta Mills, vous avez un John Mahama, et puis vous avez un Akufo-Addo. Il ne leur viendra pas à l'idée de faire sauter ce verrou et de perpétuer. Tout dépend aussi de la culture de tout un peuple. Je crois que les pays francophones... C'est-à-dire les pays francophones sont politiquement mal cultivés. Oui, et puis il y a l'ingérence aussi de la France. Peut-être, on ne le dit pas assez, si Condé est tenté de se maintenir au pouvoir, c'est parce que ceux qui ont de gros intérêts dans le pays pensent que c'est Condé qui est leur garantie, leur sécurité pour que leurs affaires puissent prospérer. Non seulement ça... Cette mine de fer là, par exemple. Voilà. Non seulement ça, il y a aussi l'armée guinéenne qui n'est pas du tout dans le corps de la majorité des Guinéens, parce que depuis le temps de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, cette armée-là, le peuple ne sent pas que l'armée est avec lui. Dans toutes les circonstances, l'armée marginalise le peuple. Donc, avec le procès de la tuerie dont j'avais évoqué tantôt, le cas, il y a des groupes gradés qui sont impliqués dans cette affaire-là. Il y a cette peur-là, si jamais on passait d'un pouvoir à un autre, on ne sait jamais, le régime qui arrivera peut accélérer les choses pour que ces personnes-là qui sont connues, qui font d'ailleurs partie de la sphère de décision de Condé, pourront être traduits donc devant la justice. Donc c'est tout un débat. Il faudrait que les réformes constitutionnelles, nous sommes tous d'accord là-dessus, mais il faudrait faire en sorte que on ne puisse pas toucher peut-être le volet du mandat présidentiel, parce que souvent c'est ça qui pose problème. Si on met les garde-fous, allons aux réformes, mais ne touchons pas à cet aspect-là, je ne crois pas qu'il y aura même pas de débat en tant que tel. Donc, puisque tout au long de chaque mandat, il y a des réformes économiques, sociales et politiques, dont il n'y a pas de débat en tant que tel. Mais c'est quand ça touche au mandat présidentiel qu'il y a tout un tollé là-dessus. La piste à explorer ici, c'est que la CEDEAO doit avoir un principe à imposer aux 15. Justement, je voudrais parler de la CEDEAO, puisque mon ami s'en est revenu là-dessus à plusieurs fois. Il semble donner un rôle prépondérant à ces organisations-là sous-régionales ou tout simplement mais malheureusement, quand ça se passe, on parle de questions d'ingérence. Ça veut dire que quand ça touche la souveraineté... Le problème, c'est que ces organisations-là sont faibles parce qu'elles ne disposent pas justement d'une force de coercition qui puisse engager les différents États à s'engager dans telle ou telle direction. C'est-à-dire, quand vous prenez par exemple la CEDEAO, il y a longtemps, depuis quelque temps, on parle de la CEDEAO des peuples.
Pour le moment, c'est la CEDEAO peut-être des initiés. Et ces gens, parce qu'on peut le dire, sans que cela soit quand même une critique qui soit adressée à qui que ce soit, parce que la CEDEAO n'est supposée être de la CEDEAO, nous tous, mais les décisions qui sont prises généralement au niveau de la CEDEAO s'appliquent à ceux qui prennent ces décisions. Et ce sont des gens qui ont des acquaintances, des gens qui se connaissent. Lorsque tu m'envoies l'échelle, après je te la renvoie. Aujourd'hui, à l'intérieur de nos pays, les institutions ne sont pas fortes. De la même façon, à l'intérieur des organisations régionales, il n'y a pas de décision qui s'impose et qu'il n'y a pas de gendarme, en fait, pour ces organisations-là, pour contraindre ceux qui appartiennent à ces organisations-là d'agir dans tel ou dans tel sens. Au fait, c'est ça le problème, je crois. Nous passons maintenant au second sujet, c'est le procès du principal opposant de Paul Biya, le procès de Maurice Kamto, le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, s'est ouvert ce vendredi 6 septembre. Principal opposant de l'inamovible Paul Biya, arrivé second à la présidentielle, l'ancien ministre délégué de la Justice avait été arrêté lors des marches de protestation du régime organisé fin janvier. Le tribunal militaire de Yaoundé ne connaît pas de répit après le procès du leader sécessionniste Julius Sissiko Ayuk Tabé, condamné à la prison à vie le 20 août dernier. C'est donc au tour de Maurice Kamto et de ses 89 co-accusés de comparaître devant le tribunal militaire. Parmi les co-accusés, il y a Christian Panda Ekoka, ex-conseiller économique de Paul Biya, Michel Ndoki, avocate et cadre du mouvement MRC, ou encore le célèbre rappeur Valsero, connu pour ses tests critiques à l'égard du régime. Et il faut dire qu'aussitôt ouvert, le procès a été renvoyé. Zanaï, Paul Biya, en tout cas, a beaucoup de mal à régler la question dans la partie anglophone, mais si c'est pour traquer ses opposants, il a de la matière. Oui, vous avez tout à fait raison. Nous avons vu des images choquantes lorsqu'il a été question de réprimer sauvagement des étudiants qui manifestaient, surtout beaucoup d'exactions dans la zone anglophone. Mais il n'a pas eu beaucoup de mal pour mettre hors d'état de nuire M. Maurice Kamto. Moi, ce qui me surprend plus dans la chose, c'est que les faits se soient déroulés dans un contexte précis et que ce soit un tribunal militaire qui soit compétent pour traiter ce genre de choses. Moi, j'ai eu envie d'aller fouiller un peu leur test, comment cela se passe. Cela me rend un peu assez perplexe quand même. Mais quand même, je peux dire quand même que il ne faut pas que l'on ait tendance à accorder tout de suite une certaine immunité à certains leaders qui sont parfois de l'opposition. Parce que lorsque j'estime qu'on dit que l'autorité qui est en charge de la sécurité et puis peut-être du territoire dit qu'une marche n'est pas autorisée, lorsqu'on fait la tête et qu'on organise cette marche-là, il faut quand même s'attendre à répondre devant la loi. Parce que là, cela devient une infraction. Mais lorsque cela devient un emprisonnement qui est prolongé, une affaire déférée devant un tribunal militaire, et on sent derrière qu'il y a une forme d'harcèlement. Et d'ailleurs, je crois que le ministre des Affaires étrangères français, il a exprimé qu'ils font beaucoup de pression sur Paul Biya pour faire avancer les choses. Je crois le secrétaire d'État américain aussi a fait une sortie que cela soit justifié ou pas. Il y a une perception assez négative de l'emprisonnement de ce leader de l'opposition. Donc, j'espère que le procès va donner lieu à l'acquittement, bien à la libération pure et simple des personnes incriminées. Je crois que leur pays est suffisamment en crise pour que l'on en rajoute. Sinon, je crois que ce n'est pas à son avantage avec les risques terroristes dans le pays, Boko Haram et autres. S'il en rajoute avec une crise sociale, je crois que c'est tout le pays qui risque d'imploser. Est-ce qu'il y a au niveau de Paul Biya et de son régime des volontés de décapitation de son opposition, en tout cas celle qui est la plus forte aujourd'hui?
Oui, tout à fait. Et puis, à voir ce qui se passe dans le pays, c'est clair que ce n'est pas Paul Biya en réalité qui dirige le Cameroun, c'est plutôt l'armée. Parce que, comme Sana l'a dit, on se demande si le tribunal militaire a compétence à connaître de ce dossier. Bon, d'ailleurs, la Cour a estimé qu'elle était compétente. Les avocats ont saisi la Cour d'appel plutôt. Ça devrait même faire débat aujourd'hui. Ça devrait faire débat aujourd'hui, seulement que l'affaire a été ajournée parce qu'il y a l'un des détenus qui a eu une crise et ça a précipité les choses. On a ajourné l'affaire. Donc, ce qui se passe, je crois qu'il faut trouver peut-être une formule comme ce qui s'est passé au Zimbabwe pour le cas Paul Biya. Il a tout donné. Il a fait son temps. Il faut trouver une formule au niveau de son parti ou bien avec l'armée pour qu'on puisse le déposer parce que c'est un pays... Quand vous l'observez, vous vous rendez compte que ce pays-là a tellement de problèmes. A tellement de problèmes au point où les gouvernements successifs de Biya n'arrivent pas à apporter la solution aux problèmes des Camerounais. Et c'est déplorable. Maintenant que des voix s'élèvent pour éclairer ou apporter la lumière sur, parce que celui qu'on a mis en cellule, on a arrêté, c'est un ancien du régime. Donc, il connaît un peu comment le système fonctionnait et on voulait l'étouffer parce que peut-être qui va apporter la lumière aux Camerounais, je ne sais pas trop. Donc, on ne veut pas en entendre parler alors que Biya même, il est presque inexistant. Vous m'excusez le terme, mais c'est un mort vivant. Donc, on n'a pas besoin de ça. Il y a plus de compétences au Cameroun pour diriger ce pays-là que d'assister à cette scène-là qu'on nous présente. Ce procès que même on essaie de faire taire Moïse Kamto, je crois que d'autres voix s'élèveront contre la façon dont on dirige ce pays actuellement. Mais en tout cas, depuis l'ouverture de cette affaire, les États-Unis ont estimé qu'il serait sage de libérer l'opposant. L'Union européenne parle d'une procédure disproportionnée. Jean-Yves Le Drian, le ministre de la diplomatie française, dit qu'il connaît les parcours et les qualités de Kamto. Nous faisons fortement pression sur le président Biya pour qu'il puisse élargir ses prisonniers. Quelqu'un qui passe plusieurs mois au cours d'une année à l'hôpital. Moi, c'est le paradoxe que je ne comprends pas. Et je crois que pour être résident dans un pays, il faut avoir résidé au moins 90 jours. Là, il fait plus de 90 jours. Il devient en tant que président de la République résident dans notre pays. Et je ne comprends pas comment ils s'arrangent là-bas dans leur pays. Maintenant, ici, Zana l'a effleuré. C'est vrai que c'est le procès d'un opposant et on dira tout ce qu'on veut. Mais lorsque vous décidez d'aller contre la loi, vous subissez les foudres de la loi. Oui, non, mais vous permettez, mais il y a trop d'injustice. Même si c'est la loi, on interdit la marche. Si on se tait, vous savez que les grandes victoires ont été obtenues au prix de grands combats. Donc, on ne peut pas se laisser comme ça. Est-ce que la décision d'interdiction de la manifestation est justifiée? Là est le débat. On sait comment ça se passe dans nos pays africains. Je crois que c'est vrai. Je vais peut-être aborder après le sujet tel qu'il le développe. Mais il est vrai que les chancelleries occidentales parlent, par exemple, de procédures disproportionnées. Disproportionnées, ça voudra dire que on n'a pas besoin d'aller si loin pour régler ce problème-là. Voilà. C'est une forme de caricature de Nuremberg. On parle des gens comme si c'est les 89 personnes avec leur leader là, ils sont en train de préparer un
coup d'État, ou alors qui sont en guerre, ils sont partis en guerre contre Paul Biya. Je crois que Biya, généralement, c'est une marque de fabrique chez lui, et cette façon-là de démarrer ce chapeau de roue, lorsqu'il s'agit de procédures contre les autres. C'est pareil, avec sa guerre au pays anglophone, vous avez constaté quand même avec quelle hargne les militaires là s'en étaient pris aux civils, etc., les exactions qu'ils ont commises, etc. C'est-à-dire, ils pensent qu'avec cette violence-là, cela peut leur permettre d'étouffer ceux-là vis-à-vis et de régler définitivement le problème. Mais on se rend compte que ça n'a pas marché et dans sa guerre en pays anglophone, ça n'a pas marché. C'est devenu une guerre larvée et personne ne peut dire aujourd'hui qu'ils sont proches de la fin de cette tension-là. Et on a constaté ce que cela a quand même charrié comme la mise à mal des droits de l'homme, etc. Et il fait pareil avec ce procès de Maurice Kamto, parce qu'on parle de sécurité et d'État, comme si il suffit de parler de ça pour qu'on parle de tribunal militaire. Pour parler de tribunal militaire, parce qu'il est question maintenant de voir si cela est conforme aux dispositions constitutionnelles ou bien alors légales du pays. Mais il n'en est rien. Mais ils sont en train, je crois, de pousser à bout, et je peux parler même du harcèlement, tel qu'il a dit, faire en sorte qu'ils ne viennent plus à l'idée, à cet opposant-là, de s'opposer à son mentor, qui est quand même Paul Biya, parce que il a bu dans ce vase-là. C'est comme s'il est en train maintenant de cracher dans cette soupe-là qu'il a nourrie, et on veut lui faire, lui donner une punition qui, en même temps, soit des exemples, servent d'exemple pour les autres, qui dissuadent ceux qui peuvent éventuellement encore se démarquer du système Biya et qui s'opposent à ce système, alors que ce système-là, ils l'ont construit ensemble. Biya ne leur permet pas aujourd'hui de sortir de ce système pour s'opposer. Donc c'est un procès qui doit servir aussi d'exemple pour d'éventuels traîtres entre eux. Justement, quand on regarde les chefs d'accusation, il y a insurrection, rébellion, hostilité envers la patrie, attroupement à caractère politique, détérioration et destruction de biens publics, outrage au chef de l'État. Et c'est surtout sur la rébellion, sur la rébellion qui se fonde pour dire que le tribunal militaire est compétent pour connaître. Oui, non, en fait, quand on dit rébellion, ce n'est pas le fait d'aller prendre des armes comme on connaît des rébellions. Mais lorsque vous en prenez violemment à des forces de l'ordre qui viennent pour faire leur travail, c'est qualifié de rébellion par la loi. Mais je crois, comme les chancelleries étrangères l'ont dit, que c'est assez disproportionné de maintenir pendant si longtemps en prison, et que c'est une affaire qui est connue, comment dit-on, par un tribunal militaire. À ma connaissance, je ne pense pas qu'il y a dans les faits de l'espèce des personnes qui ont pris des armes pour déstabiliser les institutions. Et lorsque cela reste au niveau de manifestations et pour revendiquer une prétendue victoire, c'est quand même aller trop loin. Mais je me dis parfois, peut-être c'est une stratégie pour mettre la barre haute, et puis très haute pour pousser peut-être quant à la négociation. Bon, je vais te laisser, te laisser, mais tu gardes le silence. Et je crois que c'est dans cette logique. Là, Paul Biya pousse les chancelleries à venir négocier avec l'OK. Finalement, il va se dire, bon, je vais le laisser parce que tu le montres, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de motifs pour qu'il soit condamné à une peine. Sinon, ce serait une injustice flagrante. Mais ce qu'il va dire, bon, je vais vous laisser au finish, mais il doit s'engager à ne plus. Donc, je pense que c'est la stratégie. De toute façon, si c'est la stratégie, ce qu'on remarque quand même au niveau de l'opposition camerounaise, c'est que depuis l'arrestation de Maurice Kamto, il n'y a pas beaucoup d'autres leaders qui se lèvent pour revendiquer leur libération.
Oui, on a peur de subir les mêmes foudres. Oui, malheureusement. Justement pour que le projet serve d'exemple. Voilà, c'est pour cela d'ailleurs qu'on corse le ça doit aller très loin pour que les gens soient découragés. Et pour décourager d'éventuels contestataires, surtout qu'ils soient sortis des rangs. Ouais, du pouvoir. Voilà. Et puis vous avez vu l'alignement des accusations, ça il risque la prison à vie et donc c'est pour dissuader, comme on l'a dit tantôt, tous ceux qui seront tentés à aller dans ce sens-là. Et puis aujourd'hui au niveau du Cameroun, il manque de leaders à mobiliser les Camerounais à finir avec le système BIA. Et Kanto peut-être était le seul qui incarne cette volonté d'alternance-là, mais on a vite fait de le coincer et ça fait que ça bloque. Nous allons marquer la pause et nous allons regarder ensemble le journal et nous sommes de retour dans une dizaine de minutes pour continuer.